Dans le fond, ça va être, selon moi, un setup, disons le setup, à ma connaissance, le plus secure qu'on peut faire pour monter un serveur web. Alors, on va se mettre dans la peau d'un sysadmin tantôt, vous allez voir un scénario de fun, pour vraiment réfléchir à tous les enjeux de sécurité possibles. On va ne parler que de sécurité, on ne parlera pas beaucoup de performance, on ne parlera pas beaucoup d'infra, en fait ça va être beaucoup d'infra, mais que la portion sécurité parce que c'est ça le but de ce soir. Ça devrait être assez intéressant. On va commencer avec question existentielle, les 5W en anglais sur le... Ça va long, petit glitch. Les petites questions, on va mettre la table avec des questions sur la sécurité. Bref, c'est quoi la sécurité informatique? Je pense que vous savez tous déjà c'est quoi, mais en s'entendant sur quoi, ben, le reste va être un peu plus simple. Parler d'un scénario. On va parler de la stratégie, donc l'approche. Grosso modo, on va se choisir un système d'exploitation. On va choisir un serveur web. On va se faire une topologie réseau. Puis on va se penser à une architecture pour une architecture, on va dire, pas logiciel, mais à l'intérieur du serveur, comment qu'on agence nos trucs pour que ce soit le plus sécure possible. La petite ligne en dessous, implémentation, en fait, 75% d'après, c'est là. Ça va être très technique, c'est des screenshots, c'est des explications de config à peu près à tous les niveaux possibles, le plus possible. Puis à la fin, ben, j'ai monté quelque chose, ça va dépendre s'il reste du temps. Quand je me calculais, ça dure à peu près presque 2 heures. Je vais essayer de rendre ça à 1h30, mais ça va dépendre de bien des choses. Puis je veux que ce soit le fun. En fait, si vous avez des choses que vous avez envie de challenger, faites-le. Je vous lance le défi. J'ai pas de cadeau pour vous si vous le faites, mais faites-le pareil, ça va être le fun. Puis le but, on est tous ici là ce soir à parler de sécurité, puis je pense que ça peut être encore plus intéressant si vous interagissez. Puis même si on pète l'heure, c'est pas grave, la bière va être bonne après. Ah, on a des clés USB. Si quelqu'un me casse un concept, je donne une clé USB. C'est bon ça? Du FS, là. Oui, j'ai, etc. Bon. C'est ça. Fait que, ça à propos de moi, en fait, la première des choses, je suis un poète. Wow, bravo! Je suis dans la Hackfest depuis 2011, j'organise les Jeux du Hackfest depuis 2010. 2011, en fait, dans l'administration. Ça a été vraiment les hacking games, la partie qui me faisait le plus triper et que j'ai mis le plus d'efforts. Évidemment, en faisant ça, j'ai appris plein de choses techniques que je continue à pousser. Au travail, je travaille chez GoSecure, je fais du test d'intrusion, du hardening de système, puis du management de firewall, Checkpoint et Fortinet. C'est quoi la sécurité? Il y a plein de définitions. Je suis allé avec une simple qui va aussi avec la présentation. OSSTMM, en fait, c'est le Open Source Testing Methodology Manual, en fait, c'est une méthodologie de test qui dit la sécurité, c'est une forme de protection pour une séparation entre les assets, donc vos objets, les serveurs, les données que vous protégez, puis les menaces. Bon, c'est quoi les assets? C'est votre infrastructure web, dans ce cas-là, par exemple. On a un serveur web, c'est un objet qu'on veut protéger contre les menaces. Mais c'est pas juste ça. On va aller un step plus loin, on va aussi penser, c'est toute l'infrastructure autour. Donc on va penser vraiment pour compartimenter. On ne veut pas juste protéger le serveur web, on veut protéger ce qui est autour, ses voisins. Parce qu'un serveur compromis, ça peut servir que de pivot. Fait que l'idée, c'est pas juste de le protéger, mais de protéger son info au complet. C'est qui les menaces? C'est les outsiders, donc tous les clients du site web, mais aussi les insiders, donc vous. Il y a des trucs qu'on va voir que c'est pour vous protéger contre vous, puis contre vos collègues de travail des fois. Parce que dans le fond, c'est rien qu'une question d'humain. On ne peut pas truster l'humain, on ne peut pas se truster, on ne peut pas se truster personne. Fait que c'est ça les menaces, c'est tout le monde finalement. Qui fait de la sécurité? Qui peut en faire? Ben, c'est tout le monde. Ça se fait à tous les niveaux. En entreprise, des fois, on va se poser des questions. On en met plus de budget d'un développeur, plus d'un sysadmin. En fait, il faut qu'il y ait vraiment partout, c'est super important. Mais nous, dans l'entreprise, ça va être vraiment la partie sysadmin qu'on va regarder. On ne parlera pas de code. C'est où qu'on met la sécurité? C'est partout, tous les niveaux. Donc,
Au système d'exploitation, on pourrait faire du hardening. Sur le réseau, on peut faire du hardening. Sur les applications, sur les postes de travail, on peut faire du hardening. La sécurité, il y en a absolument partout. C'est quand qu'on en fait. La slide aurait plutôt être c'est jusqu'à quand qu'on en fait. Puis là, on va rentrer un concept qui est l'acceptation du risque. Fait qu'on va faire la sécurité jusqu'à ce que soit que ça coûte trop cher, soit que la compagnie, le client accepte le niveau de risque. Fait qu'on ne va pas sécuriser de la même façon un extranet qui gère des données sensibles, des transactions, de l'argent, qu'un site web public. Ça, c'est généralement. Dans notre cas, on va y aller pour le mode le plus free possible. On va dire qu'on a des données ultra sensibles, puis que tout le monde les veut, ces données-là. Fait qu'il faut faire le setup le plus insane possible. Pourquoi on fait de la sécurité? Pour protéger des menaces. Puis en fait, c'est un petit peu intentionnel que cette slide-là soit vide, parce que je pense que on sait tous pourquoi il faut en faire. Il y a plein de raisons d'en faire. Puis on est en 2015, tout est numérique aujourd'hui. Fait que c'est important d'en faire. Puis, comment on fait de la sécurité? Ben, ça, on va essayer d'en parler dans les prochaines slides. Fait que quand je parlais de scénario tantôt, c'est juste le mindset à avoir pour les slides qui s'en viennent. On va se mettre dans le pot d'un sysadmin qui doit intégrer une application web. Fait qu'il y a une application qui est extrêmement insécure. On pourrait partir dans l'idée qu'elle ne l'est pas. En fait, la réalité, c'est qu'on ne sait jamais si c'est secure. On va partir dans l'idée qu'elle ne l'est pas. Puis, elle est critique pour l'entreprise. Elle fait plein de choses. Tout ce qu'elle fait, on ne peut pas le challenger. S'il faut qu'elle puisse faire des commandes système bizarres, on s'arrange pour qu'elle fasse des commandes système bizarres. On ne peut pas challenger le besoin de l'application. On est juste le gars qui doit la faire fonctionner pour qu'elle fasse juste ce qu'il est supposé faire. C'est sûr que la disponibilité aussi c'est important, donc il faut qu'elle marche, il ne faut pas qu'elle plante. On va y aller avec une prémisse 100% utopique. Le besoin est clair. Ça n'arrive jamais. Mais c'est impossible de faire la sécurité si on n'a pas ça. Fait qu'on va dire que le besoin est clair. L'application est codée en PHP, on a cette information. Il faut qu'elle roule des commandes système. Ça, c'est un gros défi, parce que, vous allez voir tantôt, mais c'est un défi de dire qu'une application rouler des commandes système, mais pouvoir contrôler vraiment qu'elle fait, c'est quoi ses accès, ces programmes-là, c'est quand même un petit défi. Fait qu'on va se mettre cette restriction-là pour se mettre un peu de défi. Puis, il faut qu'elle connecte sur Internet un petit peu. Bien évidemment, pas partout. Là, je sais ici, on ne focusera pas sur la performance. J'en parle bien qu'un petit peu, mais la performance des systèmes, j'en parlerai pas. En fait, souvent même que quand on met trop de sécurité, ça a un coût en performance. Ce niveau-là, ça va être à vous de juger si c'est réutilisable ce que vous travaillez, si c'est réutilisable dans un contexte. Mais je ne veux pas non plus me mettre des bâtons dans les roues au niveau de la performance, parce que sinon, on s'empêcherait de faire un peu de choses. Toujours d'un point de vue que sécurité. Fait que ce qu'on va se tenir tantôt, c'est on va sécuriser par composant. Donc ça, c'est vraiment l'approche. On va monter un serveur, on va le sécuriser. On va monter un serveur web, on va le sécuriser, puis on va faire du PHP. On ne touche pas à l'architecture d'application. Base de données, je voulais le mettre, mais j'ai manqué de temps. Fait que je suis pas là. Puis, on pourrait faire une soirée juste là-dessus de toute façon. Puis, on ne parle pas non plus de source de l'application. Y en a-t-il des questions jusqu'à là? C'est très clair. Très clair, yes. C'est un très bon prof. Merci. Stratégie. Bon, pour chacun de ces composants-là, je les répète, OS, Web, PHP, c'est pas mal les trois principales sections de la présentation. On va se poser des questions sur leur communication, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Exemple, sur le serveur, on pourrait se poser la question, c'est qui le gère? Donc, on mettrait un SSH, puis on contrôlerait qui rentre. On pourrait se poser la question, tous les services de la machine, ceux qui ont besoin de communiquer à l'extérieur. Exemple, pour les mises à jour, des choses comme ça.
Fait que tous les layers, on va se poser cette question-là. Là, on va se poser des questions aussi par rapport au DIC, qui est l'intégrité, authenticité, disponibilité. C'est comme trois concepts en sécurité qui font un triangle. Puis c'est tout sexy sur papier finalement, mais en théorie ça fait bien des choses, mais le défi souvent c'est de l'appliquer. Puis ce ne sera pas vraiment découpé exactement comme ça chaque section de la presse, mais tout ce qui est réfléchi provient de ces deux choses-là, de raisonnement comme ça, je veux dire. On ne va pas faire de la sécurité par obscurité. À une place, on va en faire par contre. C'est pour les mots de passe. Mais pour le reste, on ne fait pas de sécurité par obscurité. Quand on implémente quelque chose pour une raison. Toujours. Puis, on va comprendre ce qu'on fait. C'est important. On va revenir là-dessus, mais il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Toute la science, toute la présentation vient de ça. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ça ne donne à rien. Vous allez en oublier, puis ça ne sera pas sécure, ça ne marchera pas, ça va planter. C'est une règle de la vie. OK, on va commencer dans un peu plus le vif du sujet. Il faut choisir un système d'exploitation. Je suis sûr qu'il y en a qui savent déjà où est-ce que je m'en vais avec ça. Il faut choisir un système d'exploitation pour le mettre. Là, au niveau des critères, je veux dire, il y a tous les systèmes d'exploitation connus, Linux, beaucoup de Linux, des BSD, les Windows même, seraient capables de faire de quoi de bien avec ça. Maintenant, si on enlève tout ce qui est écrit là, l'idéal, c'est d'y aller avec celui que vous maîtrisez le plus. Parce que si vous le maîtrisez plus, vous allez comprendre ce que vous faites. Mais grosso modo, ce qu'on veut, c'est un système d'exploitation qui a plusieurs mécanismes de sécurité. Ils ont toutes. Qui est supporté par une communauté pour des fixes de sécurité, surtout très important. Puis qui est bien documenté pour comprendre ce qu'on fait. Si on a ça, on est gagnant. Puis en fait, beaucoup de OS ont ça. J'ouvre une petite parenthèse. Je sais qu'il y en a dans la salle qui m'a lancé un défi, qui s'est lancé un défi de faire sensiblement la même présentation, mais pour Windows. Oui. Puis je suis sûr que vous aimeriez ça. Hein? Oui. On va voir s'il prend le temps de le faire, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie de monter des trucs dans même. Mais ça serait quand même très cool, je suis sûr. Puis vous allez voir le choix que j'ai fait. Je vais aller tout de suite. Je suis allé avec OpenBSD. Mais un Linux, ce serait vraiment. Il y aurait moyen de faire un beau setup avec Linux aussi. C'est juste qu'il faut connaître les trucs. Bon. Je suis allé avec OpenBSD. Il y en a-tu qui ne connaissent pas OpenBSD? Juste de nom, mettons. Tout le monde connaît le nom. Il y en a-tu qui ont jamais installé un OpenBSD? Correct. Ok, c'est bon. Il y en a certains qui l'ont déjà fait. Bon. OpenBSD, ça se veut le système d'exploitation le plus sécure au monde. Ça, c'est leur philosophie, ce que la communauté veut que ce soit. Ils veulent quelque chose d'impossible, bien sûr. Donc, au moins, ils ont le mérite de l'essayer. Pour plein de raisons, en fait, ce système d'exploitation-là, il est sécure par défaut. C'est très challengé, même des fois sur les forums, mais ça fait vraiment toute la différence. Sinon, plein de mécanismes de sécurité. En fait, Jesse en a parlé le mois passé, pas de ce système-là, mais toutes les attaques côté mémoire, pas toutes, mais certains, OpenBSD sont très à l'avant-garde là-dessus. Tout ce qui est write or execute, stack smashing protection. Ils ont fait leur propre fonction pour faire des string copies et des string cap, que ce soit fait un peu plus facilement pour les développeurs qui fassent moins d'erreurs. Il y a des packages qu'on installe, un peu à la aptitude install dans Linux, qui arrivent par défaut du côté. On va en parler tantôt, mais ça c'est quand même, je n'ai pas vu ça souvent pour être honnête. Il y a beaucoup de privilege separation. Il y a 39 comptes, juste tu montes la machine par défaut, 39 comptes dédiés juste à créer des identités pour des services, NTP, etc. Ils ont une notion de randomness vraiment avancée. Une présentation Hackfest sur Arc Random.
par défaut, ils ont flushé OpenSSL. SSL, c'est libre SSL à la place. Ils sont vraiment, en tout cas, sont quand même bien avancés. Ils font de la revue de code régulièrement. Ils ont une équipe de 6 à 12 membres qui fait que de la revue de code à l'année longue. Ils font leur fixe de sécurité sort dans un délai très raisonnable. Genre le lendemain si c'est vraiment critique. Puis il n'y a pas de slash proc dans BSD. Non, ok. Slash proc, c'est un répertoire dans Linux qui a un paquet d'affaires. Tous les process sont listés là. Il y a plein de hacks possibles dans Linux via ça. Dans BSD, il n'y a pas ça. Fait que c'est une petite porte d'entrée de moi finalement. Pour bien des choses. Là, j'y vais rapidement, mais ça c'est plus personnel. Plein de choses, vous googlerez, mais bref. C'est un système d'exploitation qu'on peut considérer secure, mais surtout utilisable. Je veux dire, c'est pas juste des barbus qui peuvent utiliser ça, c'est super bien documenté. N'importe qui avec la motivation arrive à faire de quoi de super avec ça. Si j'ai réussi, c'est sûr que vous êtes capable. Et la notion dans BSD, il me semble que c'est BSD au complet, lui il y a ça aussi. Le Secure Level, ça c'est comme un gros cadenas qu'on va mettre sur l'OS. Par défaut, eux autres sont level 1, possibilité de moins 1 à 2. Moins 1 étant désactivé, 2 étant débile mental. Ben, 1, les devices, en fait le device même, quand même, ça c'est pour accéder à la mémoire directement, ne peuvent pas être lus en RAW mode. Ça veut dire que tu peux pas faire toi-même écrire bit par bit sur un disque, en fait sur la mémoire. Tu peux jamais faire ça, il faut que tu passes par un handle, une couche par-dessus si on veut. Sinon, si tu l'ouvres en RAW, tu es read-only automatique. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est un petit plus quand même intéressant. Ce que je trouve le plus violent, c'est la deuxième ligne ici. Les flags, oui. Je peux pas écrire dessus, y compris si c'est rose. Oui. Okay. Stéro, c'est ça. C'est vrai. Tout ce que je dis là, c'est pour root. Le plus violent, il est là ici. Connaissez-vous les attributs immutables puis append only sur un file system Linux, mettons? OK. Immutable, c'est qu'on met un fichier, c'est un flag, ok? C'est pas de la sécurité comme avec chmod, chown. C'est plutôt un attribut. Il en existe, mettons, à peu près 7-8. Qu'on met sur un fichier ou un répertoire. Immutable, c'est qu'il ne peut pas changer. Peu importe c'est qui, mettons je suis root, je mets ce flag-là sur n'importe quel fichier, je ne peux plus le modifier. Il faut que j'enlève le champ, l'attribut avant de pouvoir le modifier. Mais dans BSD, tu ne peux pas l'enlever quand tu l'as mis. Ça veut dire que tu mets un fichier, lui il ne changera jamais. Il faut absolument changer le secure level et rebooter. Fait que pensez dans une optique que si vous faites rentrer dedans, vous faites router même votre machine, mais votre fichier de mot de passe, vous l'avez rendu immutable, ben le gars il ne pourra jamais rien faire, il ne pourra jamais rien modifier sans reboot. Et un reboot, ben, ça nécessite quand même, ça fait des traces. Okay? L'idée c'est un peu ça, rendu à ce niveau-là, c'est de laisser des traces pour pouvoir se rendre compte d'un comportement douteux. Fait que ça c'est ça, puis la append only, ça on va le mettre sur des fichiers de log, c'est que tu peux juste écrire. En fait, tu peux juste rajouter, pardon. Tu peux pas le modifier, tu peux pas insérer à l'intérieur, tu peux juste rajouter du contenu. Tout le temps. Puis ça encore là, c'est ça. Ce qui est cool avec lui, dans Linux, c'est pas comme ça. Par défaut, tu peux pas l'enlever une fois que tu l'as mis. Fait que t'es foutu si tu t'es trompé, il faut que tu reboot, c'est compliqué. Les kernels modules, tu oublies ça, il n'y en a pas, tu peux pas en mettre et en enlever. Là, on peut me parler plus ou moins. J'ai mis 2 juste pour le fun, pour le trip de brainstormer un peu. Level 2, tu peux pas changer l'heure, tu peux pas changer tes règles de firewall. Ça donne une idée de. Quand tu veux ça, c'est que vraiment, tu as un firewall que tu veux mettre à quelque part puis l'oublier 10 ans puis te dire que ça va bien aller. C'est une approche, oui. Tu peux pas en ajouter, c'est-à-dire si tu peux pas le modifier. Tu mets en secure level 1, et tu le cèdes à 2, tu reboot, puis là il bouge. Pour les fichiers, juste avant, admettons, tu peux les créer. Tu
tu peux créer un fichier avec le flag si tu veux. C'est-à-dire même si tu es en secure level numéro 1. Oui. Est-ce qu'il faut que ce soit en route ou un utilisateur normal peut le faire aussi, genre ton Ça dépend des flags. Le immutable, le appel only, c'est route. Dans Doc, c'est écrit, j'ai vu ça hier, que il y en a qu'il faut absolument que tu aies système admin. Mais je pense qu'il y en a que tu n'es pas obligé. Oui? Pour le truc de faire l'immutable et de appel only, Oui. tu peux-tu supprimer les fichiers ou tu peux pas les supprimer? Dans les deux cas, tu peux pas les supprimer. Oui. Ok, t'as fini, je voulais juste savoir si du coup, imagine tu te fais router l'utilisateur, il peut créer un fichier. S'il crée son fichier, tu peux plus le supprimer du coup. S'il est route puis il l'a mis immutable, t'es foutu, ouais. Faut que je le redémarrer tout le temps. Oh, ouais. C'est ça. Ça a un counterpart de disponibilité Ok. d'espace 10. Fait que tu veux pas te faire router de toute façon, mais. Mais deux. Ok, fait qu'on a choisi un serveur sécuritaire. Là, c'est le temps de choisir un serveur web. Là, je vais y aller vite. Il y en a qui préfère, mettons que vous aviez à choisir entre Apache et Nginx. Qui préfère Apache? Ok, c'est bon. Qui préfère Nginx? Très cool. C'est genre pas mal 50-50. Ma recommandation aussi, c'est carrément prenez celui que vous préférez parce qu'il y a moyen de faire absolument des beaux setups dans les deux cas. Il y a deux affaires que j'aime beaucoup d'Nginx qui m'ont fait choisir celle-là. C'est que il est shrouté par défaut. Tu l'installes dans OpenBSD, paf, il est shrouté, il est dans un environnement à part, il ne verra pas le response. Je commence à parler de shroud. Y en a-tu qui ne savent pas c'est quoi une shroud? Yes! Ah, non? Ok, une shroud, c'est. Je vais un slide qui l'explique mieux, mais une shroud, c'est, disons, ton slash. Ça, c'est la racine de ton système. C'est que tu vas dire à un programme, toi, tu pars d'un autre slash, disons var W. Ça devient son slash. Fait que du point de vue du process, quand il roule, son slash, c'est pas le vrai slash, c'est un paquet. Fait que ça permet de cacher un paquet de fichiers au système. Puis comme ça, Nginx, son route, c'est justement ça. var3w, c'est sa chaude. Dans htdocs, c'est ses fichiers, puis bon, etc. Fait qu'il ne voit pas ton master password, il voit pas. Master password, c'est un fichier de password dans OpenBSD. Fait que ça, c'est un avantage intéressant. Puis, au niveau des vulnérabilités, écoute, j'aimerais ça me faire challenger là-dessus, là, mais j'ai trouvé pas mal plus sur CVE Details. J'ai pourtant fait attention de chercher plein de façons différentes. Puis, c'est peut-être parce que lui existe depuis plus longtemps qu'il y a des modules de phénomènes. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. USB! Non, mais officiellement, ça veut rien dire parce que il y a eu des conférences là-dessus aussi. Là. PHP a déjà eu, il y a 2-3 ans, une montée de bugs de genre 200-300 pendant un été, puis après l'été, ça l'a arrêté. C'est juste qu'il y avait un kid qui avait pas d'école durant l'été, puis il a mis son temps sur trouver des bugs dans PHP. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bugs dans PHP s'il n'y en a pas dans. Ils sont pas listés. C'est pas une raison que ce soit sécurisé. Ok. Mais c'est un indice comme dans l'autre. Ouais, ça peut aussi vouloir dire qu'il est juste plus utilisé, plus populaire, mais tu sais. Le plus important, c'est de comprendre ce que vous faites, puis de faire, c'est ça, de réfléchir. On peut aussi dire qu'Nginx c'est codé par des Russes, là, donc C'est vrai, ça se plug bien. Fait que, je suis allé avec Nginx. Topologie, c'est pas mal la seule slide réseau parce que je veux vraiment me concentrer sur le serveur web, mais je vais quand même plugger un gros fail qu'on voit en entreprise. Le réseau trusté, ici, le réseau pas trusté. Vous voyez le sens des flèches? Il doit pas en avoir peu, il doit en avoir zéro dans ce sens-là. Il doit avoir aucune communication d'une zone de moindre confiance vers une zone de plus de confiance. Ok, je sais, c'est utopique, ça n'existe pas, ça se fait pas. Mais le setup idéal, c'est ça, que juste l'admin ou quiconque, en fait, qui a besoin d'accéder, ça peut être même des développeurs, qui peuvent initier des connexions sur un serveur web, base de données, serveur de support, en fait, c'est n'importe quoi, ça peut être un syslog, un git, puis une base de données. Lui, quand il veut communiquer avec un serveur tiers, tantôt on va exporter les logs.
les logs, on les pousse pas à l'interne. On les pousse dans une zone d'égale confiance ou moindre. Ça veut dire que vous pourriez vous faire une sous-DMZ dedans qui sert juste au log, peu importe ça, vous pouvez. Mais jamais, cette zone-là, première des choses, elle ne sera jamais plus trustable que celle-là. Elle va l'être autant que celle-là ou moins. Fait que je tenais à le dire parce que c'est important. Question. Oui. Une base de données, je sais que tu n'en parles pas, mais une base de données, par exemple, tu mettrais un serveur, tu mettrais où? Pas là. Soit là ou une DMZ à part. Tu peux faire en 3 tiers aussi. On va être en 3 tiers. C'est pas en zone entre les deux. Je suis pas d'accord. Parce que tu peux pas aller dans ce sens-là. Et tu ne veux pas que ta base de données est privée. Tu ne veux pas qu'elle soit accessible à l'extérieur. Vrai. Ça vaut la peine de faire un autre segment réseau. Mais il ne faut pas le considérer plus de confiance. Il ne faut pas dire les données sont en dedans, non. Il ne peut pas avoir de connexion ici, puis vous allez voir tantôt. C'est tout le temps la philosophie de si on se fait hacker, lui, qu'est-ce que la personne peut faire après? Si elle a des accès à la base de données à l'intérieur, l'application, elle a son accès, mais si je peux utiliser la même connexion pour faire plus, ben c'est grave. Puis en fait, souvent le problème, c'est que si on réussit à faire un exploit, exploiter une vulnérabilité dans la base de données, puis là, je contrôle la base de données, ben j'ai un pied dans ce réseau-là. Puis cette approche-là empêche de faire des pivots qui permettent d'avoir toujours plus d'accès. Du coup, qu'est-ce que tu mets dans ta zone trustée? Parce que je veux dire, admettons que tu es un commerce en ligne et que justement tu as des numéros de carte de crédit pour que dans ta base de données. Qu'est-ce que tu considères de plus trustable que ta base de données qui contient justement ces informations confidentielles? Ben, comme je dis, ça vaut la peine de la mettre à part. L'affaire, c'est que de la mettre en dedans, tu sais, une base de données qui a des cartes de crédit, etc. Je connais pas PCI, peut-être qu'ils disent de la mettre en dedans, la base de données, mais ce serait un petit fail pas pire. Tu sais, mettons, on pourrait faire un segment ici, là. C'est un autre réseau. Okay? Il y a juste les serveurs web qu'on sait qu'on contrôle, qui a accès aux bases de données. Même lui, il ne peut pas y aller, lui, évidemment, il ne peut pas y aller. Il y a moyen de faire plein de choses, mais l'idée, c'est que, pensez, une fois que lui va être corrompu, il va être compromis plutôt, faites péter lui d'abord. Il tombe Apache, après ça, il route, local exploit. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un peu ces affaires-là. Si je peux rajouter, moi j'ai déjà travaillé sur des architectures de DMZ où justement il y avait dans la zone exposée qui était moins trustable, il y avait différentes zones qui, eux autres, avaient chacun leur degré de trustabilité, si on veut. Fait que dans la zone la plus exposée, tu avais juste les services web, mais toujours dans la DMZ, tu avais une deuxième zone où il y avait juste des bases de données. Puis même eux étaient protégés avec des firewalls, que chaque serveur de base de données ne se voyait pas entre eux autres, parce que comme Martin dit, s'il y a un pivot qui se fait là, tu ne veux pas que le gars puisse attaquer tes autres bases de données. Puis à ça, on avait rajouté un segment de gestion pour justement que les 2 flèches que Martin a faites là, ça n'arrive pas, parce que vu que les attaques par spear phishing, ça existe, puis que c'est assez débile mental, tu veux pas que ton admin il se fasse péter sa box, qui gère tous tes serveurs avec des cartes de crédit dessus, puis qu'il s'en aille dans ta DMZ, parce que fait que lui, il n'avait pas le choix de faire un jump dans la zone de gestion de la DMZ pour pouvoir gérer ses serveurs. Ouais. Clairement, lui, il pourrait être explosé. Parce qu'au final, la BD, peu importe où ce qu'elle est, si tu as une injection SQL ou autre, qu'elle soit dans zone interne ou externe ou de dessous DMZ, tu vas voir ça à BD pareil. Ça ne change absolument rien. Tu vises à protéger tes machines et ton infra plus que c'est plus l'infra. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, si tu veux administrer ta partie serveur, pour que soit tu te branches physiquement dans le réseau ou tu y vas par VPN. Tu te branches à une zone de plus de confiance ou égale. Fait que soit tu te mets là-dedans, lui. Soit tu te mets à l'intérieur, tu fais du SSH ou quelque chose comme ça. Si j'avais un VPN à faire, je ferais en sorte que le VPN rentre. Ouais, je le ferais rentrer ici. C'est discutable quand même ça dans certains cas, mais faire en sorte que, ok, je suis dans le réseau interne quand je suis en VPN, avec du two-factor, des affaires, c'est bien pensé. Donc, tu as ta zone de user aussi. Ouais, c'est ça. Je check les users, c'est ça.
un réseau clé user, puis le reste pour ce qui est exposé. Architecture. Ok, je vais remontrer cette slide-là plus tard, c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Mais en gros, on va avoir deux niveaux de Schroot. On va avoir le Nginx qui roule dans une Schroot, puis on va avoir PHP qui roule dans un autre Schroot. Puis la façon de communiquer entre les deux, ce ne sera pas un port réseau, ça va être un socket qui est partagé entre les deux. Vous allez comprendre tantôt. Mais grosso modo, c'est ça. C'est une façon d'expliquer c'est quoi une Schroot. Le Nginx, lui, il roule avec une identité, mais son slash à lui, c'est pas le vrai slash. Son slash à lui, en fait, c'est var W, ça c'est son slash. Ça reste. Donc lui, quand il roule, s'il y a des trucs à faire, des fichiers, lire des fichiers, etc., si, mettons, un exemple, on dit ton document root web, là où tu mets tes fichiers HTML, c'est var W, mettez dans var W /root. Ça veut dire que les documents, du point de vue du serveur, sont dans var W, var W. C'est un peu ça ici qu'on voit. var W, c'est sa /root de Nginx. htdocs, c'est la liste de toutes les applications qu'il y a là-dedans. Challenge 1, ça c'est le root de PHP. Dans ça, tu as un autre var W, tu as un etc, tu as un /home, tu as tout cloné. Évidemment, là, c'est là que tu t'amuses, que tu peux vraiment contrôler qu'est-ce que tu mets dedans. Si tu mets aucun binaire, même pas ls4, même pas sh, même pas de shell, c'est quand même ça va être dur à exploiter. Mais-en des remote code execution, puis tu ne seras jamais capable de popper un shell, tu n'as pas bien sh de toute façon. Fait que c'est des choses qu'on peut faire. Puis c'est une architecture le fun parce que tu peux sécuriser de manière différente chaque application. Tu peux en mettre vraiment beaucoup. Puis vu que chacun roule avec un compte unique, tu peux contrôler, c'est de la performance, mais tu peux contrôler comment de CPU ils prennent, comment de mémoire ils prennent, comment de handle sur les fichiers ils peuvent avoir. Fait que c'est un peu comme une genre de virtualisation plus simple. On ne peut pas appeler ça de la virtualisation, mais ça fait quand même des belles choses. Là, on rentre dans le vif du sujet. As-tu des questions avant? Ce qui suit, c'est à peu près juste ce qu'on crée, des settings à mettre, des trucs comme ça. Si on commence avec le système d'exploitation, on y va avec un install de base, toujours le plus de base possible. Dans OpenBSD, on peut choisir à l'install qu'est-ce qu'on met. On enlève tout ce qui est X, parce qu'on peut mettre un serveur graphique là-dessus. On enlève ça, les jeux, on enlève ça, on garde le man page, le compilateur. On pourrait l'enlever, mais ça rajoute pas de sécurité d'enlever le compilateur. Ça, c'est de l'obscurité. etc, la base, le kernel. Fait qu'à l'install, ce qui est le fun de lui, c'est que tu peux te créer un admin user. Tu peux dire d'installer SSH puis de le starter au démarrage. Tu peux désactiver le root login, tout ça vraiment à l'install dans un wizard qui te pose des questions. Puis tu peux configurer un DB. Fait que, une fois que tu as fait l'install, tu as déjà une box secure. Tu as SSH sans root, puis un admin user, puis c'est pas mal ça. Quand l'install est fait, on installe nos outils préférés. Pas des services, pas des choses lourdes, mais genre des VIM, des tops spéciales, des outils de monitoring, des choses comme ça. Première chose après l'install, File System Integrity, on va prendre un snapshot de toutes les fichiers de config. On va, avec HIDE, Advanced Intrusion Detection Environment, je ne sais pas si vous en rappelez, Cédric en avait parlé quand il a parlé de son pot de miel, sa présentation de trucs. Honeypot. Comment ça marche? C'est tellement niaiseux. Ça, c'est un exemple de fichier de config. Fait que tu dis, tel répertoire, applique-moi, c'est des lettres, là. Mettons R, c'est check le timestamp, les permissions sur le fichier, le owner, check un paquet d'infos sur les fichiers dans ce répertoire-là, prend des MD5, des choses comme ça. Puis plus tard, quand on va rerouler ça, on va pouvoir voir s'il y a des choses qui ont changé. Fait que l'idée, c'est d'en faire assez régulièrement
Le plus important, c'est d'en faire un au début pour avoir un aperçu de c'est quoi notre baseline. Puis, parce que si vous faites ça tard, ben, puis vous avez été infecté avant, ben, le baseline il marche pas. Fait que, pour installer ça, puis quand j'ai hâte, c'est fini, on config le fichier texte, puis on roule init. Ça crée un fichier .db. Très important de prendre le fichier DB puis de l'enlever de la machine. Donc, sur votre ordinateur d'admin, parce que si vous faites corrompre, ben là, baseline, c'est une machine corrompue, ça vaut pas cher. Puis, on continue de comprendre ce qu'on fait, hein, parce que même dans ce fichier-là, ils disent en commentaire. Comprenez-vous ce bout-là? Ok, c'est bon. Quand on veut checker, ben, on va faire aide -check. Ça va juste faire un check avec la base de données. Ça va vraiment te sortir les écarts d'un fichier. Puis un update pour mettre à jour le truc. Fait que intégrité de fichier, quand même important. Faut pas le faire sur des fichiers qui changent. On fait pas ça sur des logs. On fait pas ça sur. On peut le faire idéalement, oui, sur des fichiers PHP, HTML, mais si ça change trop souvent, ça va rajouter beaucoup de micro-gestion, mais idéalement, c'est d'en faire régulièrement. Ça s'automatise, ça, en passant. Password. Je voulais prendre une couple de slides pour parler de password policy parce que si vous êtes plusieurs à gérer le serveur, ou si vous avez tendance à mettre des mots de passe poche, ben ça va vous protéger. Ça a l'air niaiseux, mais même Wackfest, je vous dis, il y a une box qu'on a montée. Donc, il y avait un mot de passe user 1, puis le compte user 1. C'est un compte de test. En fait, c'est même pas un compte de test. Dans Debian, quand tu montes une machine, il faut que tu crées un compte. Tu es obligé. Tu peux pas ne pas en mettre. Fait que la personne qui a monté la machine, elle a mis user 1, puis elle a oublié. Fait que ça empêche ce genre de choses-là. Évidemment, c'est au montage de la machine, fait que c'était pas un bon exemple, mais si vous êtes plusieurs, mettons, vous êtes 2-3 admins, il y a un bug, vous créez des comptes de test. Puis là, on oublie ça, ça reste à la machine longtemps, ça devient des trous de sécurité. Oui, des trous de sécurité, des mots de passe avec des mots de passe faibles. Fait que comment que ça marche? On installe un package, puis on va juste rajouter deux lignes dans le login conf. Il y en a qui savent pas c'est quoi le login.conf. Ok. Je pense que ça c'est propre à BS2, il me semble que oui. Login.conf, c'est un fichier dans lequel on va retrouver des classes d'usagers. C'est comme des groupes, mais c'est pas des groupes, ça donne pas des permissions, ça donne des attributs sur le système. Exemple, en rajoutant ces deux lignes-là dans la classe défaut, qui est la classe par défaut pour tout le monde, ben on va forcer la vérification du mot de passe. Fait que quand il va changer son mot de passe, ça va être appliqué. Le genre de setting qu'on va retrouver là-dedans, pas eu l'exemple. Comment de fichier tu as le droit d'ouvrir sur disque, comment de mémoire tu as le droit de consommer, c'est quoi ton path, ton variable path, un paquet de choses qu'on peut faire. Puis, au Hackfest, j'avais été obligé de le faire pour que, mettons, Nginx, il puisse ouvrir plus de fichiers, parce que par défaut, lui, il se protège. On peut juste ouvrir, un user peut juste ouvrir 128 fichiers en même temps. C'est vraiment peu. Si vous avez un serveur web et vous faites rentrer dedans, ben, c'est pas long que ça se met à dropper parce que le compte N3W, ben, il n'est plus capable d'ouvrir des fichiers parce que le kernel il en empêche. Fait que c'est tous des settings qui se changent là-dedans. Là, ben, ces deux lignes-là, c'est pour le mot de passe. Là, je sais que c'est ennuyant le concept de password policy, mais vous avez remarqué tantôt que dans la policy en tant que telle, il n'y a pas la notion d'expiration. Parce que ça, là, c'est. En fait, c'est. Le concept d'expiration de compte, c'est un peu challengé, on va dire, dans le domaine de la sécurité. C'est pas très. Ça n'apporte pas tant de plus-value. Ça serait mieux que les gens utilisent un mot de passe de 16 caractères et qu'ils le gardent un an. C'est pas selon moi. Que de le faire changer à tous les mois. Je suis sûr même que vous êtes d'accord avec moi. Ouais. C'est clair? Bon, super. Ben c'est un exemple ici, dans le fond, login.com, ça ressemble à ça. C'est des attributs vraiment propres
la gestion de la mémoire, le nombre de processus qu'on peut ouvrir, des trucs du genre. On rajoute ça ici. Puis après, on configure une policy. Lui, la façon qu'il marche, c'est qu'il y a 5 classes de mots de passe. Ça, c'est le fun. Fait que tu dis comment de caractère, mais basé sur la complexité. Si je voulais juste mettre un type de caractère, je mettons les minuscules, ben, je pourrais pas, il disait pas. Si je veux mettre minuscules puis des chiffres, j'en mets 50. Je veux mettre minuscules, chiffres, caractères spéciaux, 25, jusqu'à 16 si vous allez avec un mot de passe vraiment complexe. Puis lui aussi gère les patterns. Si vous commencez avec une lettre majuscule, vous finissez par une exclamation, ça fait un genre de -1 dans la complexité. C'est quand même le fun. Donc, bref, ça, c'est un serveur, c'est pratique. Vous ne pourrez jamais faire de mots de passe, de compte avec des mots de passe proches. Façon de le tester, tu sais. Vous pouvez juste tester si un mot de passe il passe ou pas. Bon, ça, c'est pour ça plus ou moins intéressant. Server management. Les trucs à faire attention sur SSH, il y en a plein, mais j'y allais avec les gros classiques. Bloquer route, donc c'est un truc de base. Route devrait pas se loguer en SSH. Authentification par clé. X11 forwarding, donc on bloque le forwarding de X11. Donc tu ne pourrais pas rouler une application graphique sur le serveur, puis la forwarder sur ta machine. Tu ne pourrais pas non plus faire du port forwarding. Ça, si vous achetez un VPS, c'est super cool. Passer par ailleurs, vous avez un proxy, des choses comme ça. Mais sur votre serveur web, il n'y a personne qui a besoin de faire du TCP forwarding, ça c'est sûr. Puis, si vous voulez donner des comptes à des users, vous pouvez les shrouter. Donc, chaque user ne verra pas le vrai file system, il va juste voir sa petite portion. Ça, c'est quand même intéressant. Client-side. Au niveau du côté client, faites-vous des clés d'au moins 4096 bits. Si vous ne le spécifiez pas par défaut, je pense que c'est 1024. Ça dépend peut-être des distributions. Je ne m'en rappelle pas. Puis ça, c'est assez récent, une nouvelle façon d'encrypter des clés TKCS8. J'ai un truc dans mes références à la fin. C'est très bien pour juste la stocker de manière sécure. Même si vous la faites voler, il y a bien moins de chances qu'il y ait des attaques qui réduisent l'entropie. C'est de la dérivation. Dérivation. C'est au début, normalement. Avant le chiffre. Ok. C'est comme le. C'est les algos que c'est que tu sors pour augmenter l'entropie de ton mot de passe. En général. Ah, c'est ça. Ok. Très pratique. Partitionnement, là, je sais que je pars de loin, là, mais. Puis que là, on dirait que le monde sont comme plus relax. Mais je continue dans les trucs de base. Après, ça va être plus croustillant, vous allez voir. Ça, c'est vraiment puissant, puis c'est à ne pas négliger. Par défaut, OK, OpenBSD se sont fait plaisir, ils ont fait des partitions pour vraiment plein de choses. L'idée, c'est que ce qui est intéressant et qu'il faut retenir, par défaut, il y a un paquet de partitions qui met NoDev et NoSetUID comme attribut. NoDev, c'est que tu ne peux pas avoir de device sur ce file system-là. Là, on est dans le var. Pensez à le site web qui est dans le var. Ce serait impossible de monter un device dans cette partition-là. Genre, tout ce qui est dans /dev, là, on peut en monter à l'extérieur du /dev. Là, on pourrait pas. Dans le NoSetUID, ça dit qu'un programme ne peut pas rouler avec une autre identité que le sien, que celui qui l'appelle, pardon. Fait que ces deux affaires-là, je pense que dans Linux, c'est pas là par défaut. Ça rajoute un peu de sécurité. Imaginez, disons, ping. Si, c'est un exemple poche, mais ping, c'est un exemple de ça roule avec un setUID, parce que pour envoyer un paquet ICMP sur le réseau, il faut être root. Donc, quand vous roulez ping, le ping roule comme root. Si vous mettiez ce binaire-là dans cette partition-là, il ne marcherait pas. Vous ne serez pas capable de faire. D'autres attributs vraiment intéressants, NoExec. Si vous mettiez juste ça, là, tous les challenges que j'ai préparés à la fin ne marcheraient pas. Vous faites juste ça, puis vous ne pouvez pas mettre d'exécutable. En fait, vous pouvez les mettre, mais l'exécutable partira pas. Vous ne pouvez pas partir en programme s'il y a ça. On part toujours du point de vue sécurité. Puis read-only, si vous faites une partition read-only, c'est parce que c'est juste pour du statique, mais c'est pensable quand même.
Les logs, on a des logs sur le serveur web de tout genre, de SSH, les authentifications, les logs accès, les logs d'erreur du web. Il faut absolument les extraire de la box. Vous ne les laissez pas sur la machine, il faut absolument trouver une façon de les sortir. La façon standard, c'est avec syslog. Il existe des setups, je pense que c'est rsyslog celui-là, que ça encrypte puis que ça authentifie, donc ça fait du SSL pour envoyer les logs. Si vous avez une infra comme Amazon, plein de VM, vous ne savez pas où ils sont, mais vous voulez envoyer des logs sur un serveur tiers, c'est quelque chose que vous devriez faire. Dans mon cas, je suis allé local, j'ai dédié un réseau à ça. Puis tu sais, c'est sur le même segment, fait que dans ce cas-là, j'accepte le risque comme si c'est sur un réseau à part. Ce réseau-là fait juste passer un port. Le port 514 pour ça. La config, il y en a qui ne l'ont jamais fait? Envoyer des logs sur un serveur tiers. OK. Vous avez juste une ligne à rentrer. Ça, c'est juste parce que je crée un host, mais mettez étoile.étoile dans le fichier syslog.conf. Ça, c'est Linux BSD, c'est à peu près tout. Hors commercial, OBS logs. Ça va envoyer tous les logs du syslog sur cette machine. Si on avait mis 2 commerciales, ça enverrait en TCP au lieu dans l'UDP. C'est quand même pratique, mais dans mon cas, ça ne change pas grand-chose. Oh! Pas gros, ça. Ben ça, en fait, c'est une fois côté serveur, comment qu'on les classe, c'est une ligne, on met plus le nom du serveur, puis après, comment qu'on classe. Fait que si on dit, tous les logs Nautilus, envoyez-les là. Tous les daemon logs, envoyez-les là. Tout le mail, envoyez-les là. Fait que c'est comme ça, c'est la façon très simple de rester. Il y a des outils, les syslog ng, puis rsyslog qui sont pas mal plus puissants. J'allais vraiment avec la base qui est déjà par défaut. Puis il faut rajouter un "-u" sur le serveur. "-u" est considéré insécure, justement parce que c'est un EDP, il n'y a pas d'identification, c'est pas encrypté. Dans mon cas, j'accepte le risque parce que je dédie un réseau à ça. Mais c'est ça. Rendu là, c'est un petit détail. Avec le firewall. Là, je vais laisser regarder un peu. En gros, ça c'est PF, c'est pas iptables. Je m'excuse pour ceux qui connaissent iptables. Il y en a qui connaissent PF? Oh yeah! 4 personnes. Fait que dans le fond, la philosophie est un petit peu à l'envers, mais on serait capable de faire la même chose dans l'autre sens, mais grosso modo on bloque avant. Ben, bloque tout, tu logs. Là, il y a une passe avec une passe d'anti-brute force là-dessus. PF, là, j'ai lu hier un peu là-dessus, puis c'est malade mental toutes les passes qu'on peut faire. Je vous montre juste la pointe de l'iceberg, mais on peut faire du throttling, on peut faire du fade to ban, on peut faire vraiment plein de choses au niveau même du firewall. Fait que avant même que ça se rende au serveur web, vous pouvez faire de la sécurité au niveau du network. Fait que première règle, elle dit juste, ben, support management, je peux me connecter sur le serveur web, ça c'était juste pour moi un petit bypass. La règle ici, ça c'est intéressant, c'est elle la règle qui donne accès au web, mais ce qu'elle dit c'est que tu as droit à un maximum 100 connexions par source. Ça c'est un chiffre à faire extrêmement attention, parce qu'avec les NAT aujourd'hui, si mettons il y a 3 personnes chez une compagnie qui vont sur votre site, mais ça se peut que les 3 personnes aient la même adresse IP en sortant. Puis si vous mettez un chiffre trop agressif comme juste une connexion par adresse IP, ben là ça se peut qu'il y ait des drops et que ça vous mette dans le trou. Mais c'est des choses qui se font, l'important c'est de savoir que ça se fait. Ça c'est le maximum par IP. Puis l'autre c'est vraiment un throttling, donc je pourrais dire on va faire 15 requêtes en 5 secondes. Je suis sûr que c'est des choses qui se font en iptables aussi en passant. Fait que si tu bypasses, si tu ne satisfais pas une de ces règles-là, tu t'en vas dans une table de abusive IPS, puis t'es banni. Combien de temps, je ne sais pas, mais t'es banni. Ouais. Détail rendu. Accès SSH, accès du syslog, choses comme ça. J'allais vraiment basic. Je donne accès à un port pour le management, pour le web. Puis
il y a beaucoup plus qu'on pourrait faire à ce niveau-là, je vous le dis. Oui? T'es mieux avec des drops ou des rejects? Ça dépend ce que tu veux faire. Un reject, c'est plus poli. Reject, ça va envoyer un paquet ICMP à l'utilisateur. Dans le cas du web, personnellement, sur Internet, si votre serveur est sur Internet, moi je dropperais. Si, disons, vous voulez empêcher les Chinois de connecter votre site. Ben, les Chinois, vous n'êtes pas poli avec eux autres parce qu'ils ne sont pas avec vous autres. Droppez, faites pas un reject pour dire t'as pas le droit. Tu dis hop. Reject, moi je le ferais pour l'interne. Ce que je fais généralement, je fais 2 règles de drop. Tous les users, toutes les subnets que je connais, privés, je fais un reject. Puis le reste drop. Comme ça, tes machines sont un peu plus performantes. Puis les connexions, il me semble que les connexions se ferment plus vite aussi. Si votre serveur SSH il doit être sur Internet, mettons que vous êtes dans le cloud, ben, vous pourriez faire un fail to ban, j'ai mis bien ça. Vraiment intéressant, ça marche sûrement pareil en 5.6. Mais fail to ban bloqué s'il y a trop de requêtes SSH ou en tout cas c'est un paquet de patterns que vous pouvez configurer. Mais ça c'est vraiment important. Fait que ça fait le tour de la portion serveur. Sûrement d'autres choses que j'aurais pu faire, mais si vous faites ça, vous avez quand même une bonne base. Serveur web, Nginx, on installe Nginx, boum. Là, dans mon cas, je vais enlever le nodev parce que je veux que dans la chroute de Nginx, il y ait un device pour les logs. Puis lui, il va utiliser ça pour log. Parce que lui, Nginx, il n'a pas accès au vrai fichier de log dans le var log. C'est une façon de le faire écrire là, dans sa propre chroute, d'envoyer les logs à l'extérieur. C'est discutable, mais je te laisse cette approche-là pour l'instant. Fait qu'on change ça, on reboot. Fait que là, c'est ça, on a ça, Nginx qui est installé. Première des choses, qu'est-ce qu'on fait sur un serveur web? Je suis sûr que même dans IIS, on le fait. On enlève le site web par défaut. C'est bien rare que vous allez en avoir besoin. Si vous en avez besoin, ben, posez-vous des questions. Ça donne absolument rien à voir. À moins que. Non, ça sert à rien. On rajoute un petit include. Là, on va faire un fichier de config par serveur, par site, par host, si on veut. Dans mon cas, il y en a juste un. On configure la journalisation. Fait que dans le fond, que je disais tantôt, moi j'ai pas été très explicite là-dessus. Unix devlog, ça c'est un device pour journaliser. Ce slash devlog, c'est pas le vrai devlog, c'est celui dans la chroute de Nginx. C'est comme ça qu'on était dans var w devlog. On log les erreurs, c'est super important. On prend des choses, server token, on enlève ça. Par défaut, c'est l'état off déjà, mais je le dis quand même. Toutes l'info de la version du serveur, on ne donne pas ça à l'usager. Ça ne donne rien, même si il y a des erreurs. On set les limites. Ça, c'est vraiment à faire attention. Puis, c'est beaucoup plus pour protéger la disponibilité que l'intégrité et l'authenticité de Nginx. On peut contrôler le nombre de CPU qu'on veut émettre. Si vous avez beaucoup de charges, évidemment, vous en mettez plusieurs. Le nombre de fichiers qu'il a le droit de lire sur le disque. Le nombre de connexions par worker. Donc, ce qui se passe, c'est que quand Nginx part, il va avoir des workers qui gèrent les connexions. Puis il y a moyen de vraiment configurer combien on en fait, comment de mémoire jaloux par, comment chacun gère les connexions. Je suis allé vraiment en surface pour cette partie-là. Mais c'est des choses qu'on peut contrôler. D'autres limites au niveau de la mémoire, on pourrait dire les deux premiers, client buffer, header buffer, header body buffer, c'est la grosseur en mémoire pour Nginx de la requête. Si ça dépasse ça, ça va être tronqué. C'est-à-dire que si la requête est trop grosse, il va la prendre, puis il va juste prendre la partie qu'on y a allouée. Par défaut, c'est la grosseur
d'une page mémoire ou deux, je ne me rappelle pas. En 32 bits, c'est 8K, mais en 64 bits, c'est 16K. Fait qu'en les réduisant, ça permet évidemment d'avoir un peu plus de requêtes. Fait qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire au niveau de ce niveau-là, mais on va aller assez rapide. Les timeouts, ça aussi c'est dangereux, mais ça vaut la peine de les réduire, surtout si vous avez beaucoup de connexions concurrentes. Mettons 500 000 connexions concurrentes, là, des affaires comme ça. Peut-être pas tout le monde qui a ce problème-là, mais le temps que ça prend, en fait, le time body timeout, c'est quoi ça déjà? Bon, on met un timeout pour le nombre de temps que le serveur va attendre après la requête du client. Puis à la fin, c'est le nombre de temps qu'on permet pour que le serveur envoie ses réponses au client. Ça fait quelque chose. Puis les deux d'en haut, c'est ça. Si on les respecte pas, ça envoie un 408 request timeout à l'usage. Par défaut, vous voyez, c'est des chiffres quand même hauts, 60 secondes, 75. Ça, c'est vraiment à faire attention. Ça dépend vraiment du besoin de votre site web sur cette partie-là. Si vous avez un petit site web juste à vous, que votre trip c'est de sécuriser pour le fun, ben là, vous pourriez mettre des chiffres vraiment agressifs. Mais s'il y a des clients en arrière qui peuvent recevoir, vous ne voulez absolument pas que ce message-là sorte. Sauf si c'est une attaque. Sauf si. Tout comme ça. C'est-tu possible de mettre des timeouts variables? Variable conditionnelle? Mettons, si tu es en train de te faire défoncer, ben ton timeout, au lieu d'être genre à 60 secondes, que ça drop à 5, 10, automatiquement. Je pense pas. Je ne saurais pas comment. Peut-être que ça se fait. L'idée, c'est de mettre le meilleur chiffre entre trafic normal, puis, dans le fond, c'est un peu ça l'idée de ce chiffre-là, c'est trouver le bon équilibre entre, OK, toutes ces connexions-là, ça prend tant de temps, les timeouts, c'est à peu près ça. Mais je ne sais pas si ça se fait de façon conditionnelle. Peut-être. J'imagine que l'idéal, c'est de le faire au niveau du firewall. S'il y a trop de connexions simultanées, d'en rejecter à partir d'un certain nombre. Yes, ça se fait au niveau d'Nginx, mais c'est tellement plus efficace de le faire sur le firewall parce que c'est fait pour ça. Par contre, il y a des choses là-dedans, peut-être pas ces exemples-là. Si vous avez vraiment des trucs comme. Si vous voulez faire du load balancing applicatif, exemple, vous avez une requête web, puis vous voulez faire du sticky session. Donc, tous les usagers, vous voulez qu'ils aillent tout le temps sur le même serveur, okay, quand vous avez une ferme. Puis là, vous voulez faire de la sticky session par cookie. Là, le firewall, il faut pas. Le firewall, il ne va pas regarder votre cookie. Il faut vraiment avoir un proxy, un reverse proxy web pour faire ça. Puis c'est là que Nginx le fait. J'ai pas d'exemple de load balancing, mais ça, c'est des choses qui se feraient. Si vous avez besoin de la couche applicative pour prendre une décision, là vous faites ça avec le serveur web, sinon firewall. Nombre de connexions max, comme connexion simultanée. Donc ça c'est nombre de connexions simultanées sur le serveur, tout adresse confondue. Mettons, il y a juste 5 requêtes qui peuvent aller sur le serveur par défaut. En fait, 5 c'est d'autres choses. 5 MB c'est le nombre de la grosseur du buffer. Mais une fois qu'on a défini ça, dans le serveur, dans d'autres fichiers de config, on va aller mettre une valeur ici pour dire, bon, ok, telle page, telle URL, telle section du site, pas besoin d'avoir tant de connexions en seconde. Exemple, on pourrait penser au /admin de WordPress, qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la performance de cette page-là. Ça peut être juste une requête à seconde, puis on pourrait être configuré comme ça. En fait, une connexion tout court. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée pour perdre l'accès, mais bon. Il y a des choses qui se font. Connexion concurrente, ça c'est vraiment un rate par seconde. C'est la même chose que j'ai fait avec PF. Combien de connexions que je permets. Mais l'affaire là, c'est qu'encore une fois, on peut dire telle partie du site, je mets telle sécurité, telle autre partie du site, je mets l'autre sécurité. C'est ça qui est. Ben, c'est ça l'avantage de faire là versus dans PF. Bon. Lister les domaines, on pourrait dire le champ haut, ça doit être ça, plus ou moins la sécurité, parce qu'il faut déjà le setter dans le server name. Mais ça, c'est quand même un petit truc. Les méthodes get, les request méthodes, je suis sûr que vous savez déjà ça. C'est trace, track,
put, delete, vous n'avez pas besoin de ces méthodes-là, en tout cas, à moins que vous ayez un WebDAV, des trucs comme ça. Du reste. Un quoi? Reste. Ce qu'on appelle REST. Ouais. Vous avez, c'est ça dépend toujours du besoin de votre site. Un site WordPress, 90% des trucs généraux, get, add, post. Si vous envoyez d'autres choses, vous droppez. Le 444, il est un peu violent. Il dit il envoie un reset. Puis le 404, il envoie une belle page. Tu n'as pas le droit de. 404, c'est juste une page de spam. 444, c'est à utiliser le moins souvent possible. Ça dépend comment vous voulez être poli finalement. Les referrers, vous pourriez bloquer un paquet de referrers si votre site est référencé sur les sites louches, ben c'est mauvais pour votre SEO. Vous pourriez bloquer une certaine liste-là. Le image hotlinking, s'il y a des sites qui volent votre bande passante parce qu'ils référencent vos images, vous pourriez le bloquer comme ça. Il faut que vous mettiez explicitement les noms par contre, mais puis ça c'est une fonction qui détermine si le référeur est valide. Ça c'est quelque chose qui se fait, fait que vous pourriez dire, en fait ça c'est la version simple, mais il y a une façon de dire, d'y envoyer une image de votre choix à la place. Là, ben, ça peut être très drôle. Ah ouais, vous êtes disponible là? Non, ils ont pris. Ouais. Limiter l'accès, on peut le faire par mot de passe, par IP. Encore une fois, c'est surtout les sections d'admin qu'on devrait faire ça. Puis tu sais, de ces 4 lignes, n'importe qui peut faire ça. Prenez le temps de le faire, c'est pas vraiment compliqué. Par adresse IP ici, le /statut, ben, c'est une petite page de fun qui donne des stats sur le serveur web, son état, comment de connexion concurrente. C'est pas le genre d'affaires que vous voulez mettre public nécessairement. Fait que vous pourriez le restreindre. TLS. C'est celle. On peut en parler longtemps de TLS. Je vais aller avec les grands classiques. En tout cas. HSTS. J'ai oublié de googler ce que voulait dire l'acronyme, fait que je ne le sais même pas. Mais ça, dans le fond, ce que ça dit, c'est que votre browser, il va. Straight Transport Security. Ça va faire du pinning, si je me souviens bien. Ça, dans le fond, ça va faire que ce site web-là, ça va dire au browser, voici le certificat, puis garde-le pour tant de temps. Donc, s'il change dans le temps, vous êtes fourré. Mais si vous voulez vous protéger contre des man in the middle, puis des certificats qui changent, c'est de la sécurité qui est envoyée sur le browser. C'est à faire très attention. C'est vraiment si vous êtes sûr que le browser, que votre certificat ne changera jamais, parce que si vous mettez plus de jours que la date d'expiration, là vous vous tirez une balle dans le pied, parce que là, il y a des clients, quand vous allez changer votre certificat, il y a des clients qui vont avoir des pop-up d'erreur, puis ça, ben, c'est pas cool. Fait grosso modo, on active SSL, on spécifie les certificats, ça c'est l'exemple du scoreboard que vous avez fait cette année. Durée de session. Protocole. Je suis sûr que partout vous avez enlevé SSL V3. C'est l'implant. SSL V3 ne fait pas partie, c'est considéré passé date depuis une couple de mois. Fait que, ici on spécifie les protocoles. Si vous étiez vraiment agressif, vous pourriez dire, regarde, on supporte juste TS 1.2, 1.1. Là encore là, ça dépend des choses. Si c'est un site web pour vous, vous pouvez le faire. Il y a la notion de faut supporter le plus de clients possible. Il y a des vieilles versions d'IA qui ne supportent pas des trucs là-dedans. Fait que ça dépend toujours du besoin d'affaires, mais plus vous en restreignez, ben, plus vous limitez un peu vous augmentez la qualité du chiffrement. Les ciphers, ça c'est une pause pour permettre juste, en fait, pour activer le Perfect Forward Secrecy, qui est un niveau d'encryption, niveau d'encryption. Ouais, je dirais un niveau d'encryption où les clés changent régulièrement. Je ne connais pas les détails, mais ça change les clés régulièrement, ce qui fait que si tu as pris un bout de trafic, tu as réussi à sniffer un bout de trafic, tu ne seras pas nécessairement capable de lire les prochaines communications de l'usager. Ça fait qu'il y a plus de roulement d'inclus,
puis c'est considéré plus secure. La syntaxe, c'est qu'on dit can cipher, donc il y a des keywords comme high, medium, low. Puis quand on met une exclamation, ben on en enlève. Fait qu'on dit, je veux toutes les high, sauf ça, puis ça. Ici, je veux toutes les high, sauf ça, sauf ça. Cette ligne-là, c'est un one-liner pour activer le PLS. C'est assez rapide. Y en a-tu qui a quoi à rajouter sur SSL? Ouais, quand même. Go! Du OSCP strapping. OSCP Ça strapping. veut dire ton serveur web va faire la requête de OSCP, va la cacher, puis va l'envoyer au client pour éviter au client d'aller la faire. Puis en même temps, ça va être déjà signé. Fait que ça a sur la performance. Mais tu lui donnes déjà. Il est certain que ça vient de toi. Il faut que ça en même temps qu'un certificat. Puis il faudrait peut-être désactiver sa charge. C'est vrai? C'est vieux cet exemple-là. Pas si vieux ça. Mais en vrai, SHA-1 c'est clair. SHA-1 c'est rendu considéré. Et mérite-tu une clé USB? Ouais! Pas de virus sur le premier. C'est là où la dernière j'ai vu ma Sur le plancher, sur le parfait, on va voir c'est quoi aussi. C'est globalement, faut pas prendre déjà TLS aujourd'hui pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est broken. On est en train de faire une réimplémentation complète de la bibliothèque. À la base, le performance sécurité, ça sert que si tu te fais écouter ton trafic, ce qui arrive probablement aujourd'hui, même par les gouvernements, que les disques durs vont à la poubelle par exemple et que les gens trouvent un moyen de récupérer la clé justement parce que c'est pas forcément que dans les communications signifiées, avec cette option activée justement ça évite qu'on puisse déchiffrer les communications déjà capturées quelques mois auparavant par exemple. C'est juste ça que je voudrais préciser. Ça fait juste changer les clés, plus souvent les clés. Ouais, c'est ça. Plus de roulement, c'est cool. Ouais. Fait que. Voilà. Les logs. Ah! C'est un exemple ici avec le append only que je vous ai donné. Donc là, on est rendu à sécuriser nos logs. Fait qu'on va rajouter l'attribut append only. Grosso modo, on a deux fichiers de log, access error. Si on fait change flag s.append sur tous ces fichiers-là, on est root présentement en passant, même si c'est un signe de pièce, on est root. Si j'essaie de changer le contenu du fichier, ça pète. Même si on est root. Fait que Nginx, lui, va racheter ces logs-là, puis il n'y aura jamais de problème. Si on rajoutait. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Avec la Secure Level 1, on ne peut pas l'enlever cet attribut-là. Si je vais donner un exemple, si on fait un no SAPPND, c'est la technique pour enlever les attributs, cet attribut-là, ça pète, ça ne dit pas droit. Ça fait le tour pour la partie serveur web. Il y a sûrement plein d'autres choses qu'on aurait pu faire, mais je pense que ça couvre quand même une bonne partie. Là, on va tomber dans le mode sécuriser le PHP. Ça, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, vous allez voir. Puis ça se peut que j'en oublie, puis si vous en avez, ben dites-les, ça va être super. Joignez la fille. Quoi? Ah, ça va. Ok. Première des choses, même chose qu'à Nginx, on va enlever le default pool. Donc le pool par défaut, toute la config. J'ai oublié un bout important. On va utiliser PHP FPM. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi PHP FPM. Ok. C'est une version de PHP qui roule en tant qu'application. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que le script parte, et qu'il y a un interpréteur qui roule le script, disons, index.php, ce qui va se passer là, c'est que Nginx va prendre la requête, il va la donner au serveur web qui roule comme une application. Donc, tout ce qui est l'overhead de mettre en mémoire, libérer en mémoire, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est pas considéré plus performant. Après ça, ces applications-là roulent avec des identités. Dans notre cas, on va avoir deux identités différentes pour les deux serveurs web. C'est que ça fait qu'on peut faire un petit peu plus de sécurité, de plus d'ordonnée. Dans ce cas-là, en gros, c'est ça. Le gros concept, c'est que ça roule standalone. On a un service qu'on part, au démarrage de la machine, on part Nginx, puis on part PHP FPM, puis là, on sort plus la tête. Fait que, ce
Ce qu'on fait par défaut, on enlève la section par défaut, 3W. C'est comme un default website, mais pour PHP. Donc on flash ça, puis on se rajoute la même chose. Un petit tool pour dire qu'on va avoir plusieurs fichiers qui vont s'importer. Au niveau de la config de PHP FPM, il y a deux façons de setter des settings. Il y a via, vous allez voir tantôt, mais via le array PHP value puis PHP admin value. Si on dit PHP value, c'est comme un init-set finalement, c'est comme si on disait, bon, telle variable, je vais mettre telle affaire. Puis là, l'application roule. Puis dans le code, si vous vouliez changer la valeur, vous pourriez. Si vous la settez avec PHP admin value, l'application ne peut pas changer ses paramètres. Donc tout ce qui est init-set, si vous faites un environnement pour un développeur, peu importe, c'est ça, l'idée c'est de mettre ça ouvert pour qu'il puisse débugger ou changer des settings. Mais en production, ça devrait être barré, que même si vous faites compromettre, ben, l'attaquant ne peut pas changer ses settings PHP. C'est important. Vous allez voir un peu de quoi ça a l'air, cette approche-là. C'est plus tard, mais vous ne manquerez pas, il est assez gros. Comment ça fonctionne? Première ligne, on set le nom de l'application, le nom de l'instance PHP. On va setter un socket. L'idée, c'est que le socket soit utilisable autant par l'application de PHP que par le Nginx. Parce que là, évidemment, on veut qu'un parle à l'autre. Ça, c'est une approche vraiment intéressante parce que c'est un fichier qu'on peut même mettre de la sécurité dessus. Vous voyez, le owner, c'est W1 qui est le PHP. Groupe W, c'est Nginx. Donc, en mettant les deux, ben, ils peuvent se communiquer. Puis la sécurité, on met 660. Donc, les deux peuvent écrire. J'aurais sûrement pu faire mieux ça, mais hier, j'étais un petit peu fatigué. On dit à 3 h du matin. Mais je suis sûr qu'il y en a un qu'on pourrait mettre read. Je ne l'ai pas testé, mais je suis sûr que ça se fait. Parce que dans le fond, PHP, il read. Ouais, PHP, il read. En tout cas. Donc, on pourrait faire ça. Puis, vous voyez, la chroute qu'on parlait tantôt, W, le fichier est là, puis il est accessible des deux parce que c'est une chroute imbriquée. Fait que, au niveau du process, ça c'est vraiment c'est quoi le PID puis le GID. Ça c'est important pour mettre la bonne chose parce que tous les fichiers qu'on va sécuriser, c'est à cette identité-là qu'on va donner accès. Fait que le user W1 puis le groupe W. C'est là qu'on détermine, ok, toi PHP, tu vas dans telle chroute. Fait qu'on est dans le chroute de Nginx. Fait que lui, il ne verra pas rien avant ça. Ça, je l'ai mis à yes pour juste débugger, mais en fait, c'est que ça fait que les erreurs sont mises dans le même fichier de log. Bon, après ça, la memory management, on peut en parler longtemps. Ici, on va citer le nombre de child. C'est le même principe, c'est comme des worker process dans Nginx. On dit command de child, il en part comment au début, il peut aller jusqu'à combien. Puis, c'est ça. Le dynamic, ça, c'est en fait des settings qu'on pourrait mettre. Le dynamic, c'est qu'il va, selon la demande, il va s'adapter. Il va libérer la mémoire s'il n'y a pas de requête, il va en prendre plus quand il y en a. Ok, vous voyez-tu bien? Peut-être petit un peu, là. Ça, c'est des grosses, en tout cas, c'est des gros classiques. Fichier de log. On met une place intelligente. Ça, c'est tout plein de fonctions qu'on peut désactiver. Ça, c'est une whitelist en passant. Whitelist en sécurité, c'est rien de bon. Ça aide, ça rajoute quelque chose, mais c'est limite obscurité parce que c'est facile à en oublier. Puis, je vous dis, même Whackfest, j'en ai oublié, je me suis fait rentrer dedans par un chemin que j'avais pas pensé pour des challenges. C'est des choses qu'il faut faire attention, mais grosso modo, si on empêche l'usager de faire tous les appels système via PHP, ben là, on fout la merde pas mal. On va se faire difficile. Moi, je les énumérerai pas toutes parce que ça va être trop long et plate. Mais ça va être disponible après. C'est des grands classiques. Je vais y aller bien vite. File upload.
c'est important ça, de désactiver ça, le file upload. Pour l'application de l'ACC, Si vous en avez besoin, mettez-le, il n'y a pas de trouble. Si vous n'avez pas besoin, je ne sais pas si vous le saviez, mais parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Si votre file upload est activé, puis que vous avez configuré un répertoire pour les fichiers temporaires, ce qui est par défaut, vous en avez un de configurer. N'importe qui sur la planète peut vous uploader un fichier qui va être mis sur le fichier dans le répertoire thème. Même si vous n'avez pas de formulaire HTTP. Je ne sais pas si tout le monde savait ça. Pensez aux possibilités reliées à ça. Remplir un disque. C'est très sérieux. Quand on fait un file upload en web, on va coder des fonctions que tout ce qu'il fait finalement, il va faire des validations. Mais après les validations, il prend le fichier du temp puis il copie à une place de notre choix. C'est ça, faire un formulaire web en PHP. Fait que le serveur, par défaut, lui, accepte pas mal tout le temps les requêtes qu'on y envoie de file upload. Fait que si vous n'avez pas besoin, désactivez-le. On n'affiche pas les erreurs, très important. On pourrait ne pas afficher l'erreur, les informations sur PHP comme dans la version. Si on peut passer aussi comme dans Nginx. Deux trucs, allo URL, fopen URL, include par défaut, c'est désactivé de toute façon. Mais activez-les pas, à moins que ça soit très important. J'ai des gros doutes si c'est important, quoique là on a dit tantôt. On ne met pas en question le besoin d'application. Mais bon. Fait que, comme on disait tantôt, là ça va être le temps de tout intégrer ça ensemble. On a déjà commencé au niveau de PHP. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'application roule avec W1, mais le groupe W. Puis le code il va rouler ici, en bas W. De cette chenoute-là. Fait que vous voyez, tu sais, on pourrait décider, c'est vraiment nous qui décide qu'est-ce qu'on lui donne à cette application-là. C'est là qu'on peut s'amuser. S'il n'y a même pas ls, sh, cat, les binaires pour se promener sur le disque, une fois qu'il nous a compromis, on y rend vraiment la vie difficile à cet attaquant-là, justement. Petite question quiz. Je suis sûr que ça va vous intéresser en plus. On prend pour acquis qu'on roule PHP, son UID, GID, c'est ça. Puis Nginx, c'est ça. C'est quoi qu'on met comme sécurité de fichier? Non, on regarde pas celle-là. Ok, on va y aller autrement. Pourquoi qu'on ne mettrait pas celle-là? Ici, on a W1, W, puis 666. Tout le monde peut lire, n'importe le gros. Tout le monde peut lire. Même du monde, de toute la machine. Fait que c'est un service qui se fait compromettre, il y a de bonnes chances qu'il puisse lire le contenu. Mais c'est pire que ça, il y a W aussi. Toute la planète, tous les comptes peuvent écrire, c'est mal. Parce que là, tu sais, je été poli, là, mais des 777, on en voit encore, hein? Non, ouais. Oh oui, Ça existe. ça existe. Je veux savoir de Martin maintenant. Celui-là, il est-tu bon? Non, si tu te fais péter ton Nginx, tu pourras. Si je me fais péter mon Nginx, je suis 3W, 3W. Voilà. Je peux juste read. Oui. C'est pas grave. Ça dépend ce que tu as en fichier. Ça dépend que dans le fichier. Ah oui, si tu peux lire le fichier. Ben, le Nginx va être obligé de lire tous les fichiers. Ça, je n'ai pas parlé. Ça, c'est une restriction. J'ai essayé de ordonner ça, mais il n'y a juste pas moyen. Le Nginx, il a besoin d'aller lire les fichiers. Puis j'ai même. Ça va jusqu'à. Si tu lui donnes accès la première fois, ça passe. Après ça, tu y enlèves, ça marche encore. Comme si il y avait juste besoin d'aller lire certains métadata. Ici, il y a une pogne, mais j'aimerais ça. Je suppose que ça a à voir avec le fait que la chroute de PHP est à l'intérieur de la chroute de Nginx ou ça n'a pas de lien? Ça n'a pas de lien. Voyez, là, il y a des gars web ici, là. C'est flagrant, hein? En fait, est-ce que c'est juste parce que tu runs sous le même user et que du coup tu pourrais écrire d'une manière ou d'une autre si tu arrives à exécuter une fonction PHP? C'est pas loin d'être ça. C'est entre autres ça. Mais c'est surtout, quand tu es owner, tu peux changer la sécurité. Ok. Ouais. Fait que j'aurais pu mettre read.
Mais si je mets ça, que je me fais compromettre mon PHP, il peut changer la sécurité, donc il peut se donner write, puis je modifie ça. Ici, c'est root. Root W, l'application peut juste lire, le owner c'est root, il faut que je me fasse router pour que je change les fichiers. Ça, c'est pas mal la meilleure approche. Puis ça, on le voit souvent. Je l'ai même déjà fait longtemps jusqu'à ce que je me rende compte que c'était vraiment stupide. Root, votre groupe Apache, Nginx, peu importe, un groupe qui a accès au code, vous y mettez read execute sur les répertoires, read seulement, PHP c'est pas exécutable en passant. Oui? Mais dans ce cas-là, mettons, il faut, mettons, tu veux déployer ton application, tu mets dans root. Avec ce setup-là, oui. Généralement, ouais. Je peux créer un compte utilisateur intermédiaire qui s'appelle, peu importe le nom, mais sans admin par exemple. Ouais. Je fais la même chose. Exact. Tu gardes le run. Sauf qu'il y aurait accès en écriture. Ouais, c'est ça. Je peux faire ça. Ouais, dans ce cas-là, Nginx, l'application pour être dessus. On brainstormera là-dessus à la bière. En tout cas, c'est pas convivial, hein, en passant. Si vous faites tout ça, là, vous allez peut-être vous tirer une balle, mais c'est ça. On l'accepte. D'autres hardlinings, une passe super cool, le /temp. Si vous mettez 730 dans le temp avec row 3W, le 3W peut écrire, mais il ne peut pas lire. Il ne peut pas lister le contenu du répertoire. Et ça c'est cool parce que généralement les process qui utilisent le /temp, ils savent qu'est-ce qu'ils vont écrire, leur nom, ils ne vont jamais essayer de lire de là. Ça, je l'ai fait pour bien des passes, puis j'ai jamais eu de problème. Ça dépend peut-être des services des fois, mais en web, ça marche, puis il n'y a aucun problème. Fait que le process, il ne peut pas aller lire le /temp. Mais il peut écrire dedans, se faire des trucs dedans. Bon, ça, après, c'est juste une pause pour aller chercher parce que c'est une façon de montrer que, regarde, PHP ici, il roule comme 3W1, puis son GID, c'est pas 3W1, c'est 3W qui est celui de Nginx. Parce que c'est la façon de. Parce que pour plein de raisons, il fallait que les deux puissent. Que ces deux identités-là soient utilisées pour aller lire les fichiers. Ok. Ça, j'aurais vraiment aimé faire une démo reliée à ça, mais j'ai vraiment manqué de temps. Fait que j'ai juste fait. Quand ça s'est mis à marcher hier, à peu près 2h30, j'ai pris un screenshot puis je me suis dit je vais l'expliquer comme ça. Mais ça veut dire, l'envie que j'avais de faire cette présentation-là, ça venait de cet outil-là. J'aurais vraiment aimé mettre plus de temps au-dessus, mais c'est la vie. Fait que systrace, ça c'est comme la cerise sur Sunday une fois que vous avez fait tout ce que vous avez vu là. Tantôt on a dit, l'application, mettons, on veut qu'elle roule des commandes système. Mais là, vous êtes fourré parce que vous ne voulez pas qu'il puisse faire n'importe quoi. N'importe quelle commande système. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est vous insérer entre le binaire puis le kernel, puis faire une politique qui va contrôler quel syscall il a le droit de faire. Ça ressemble à quoi ça, techniquement? C'est un outil qui s'appelle systrace. Grosso modo, si on y met un "-a" majuscule, on le met en mode, on crée une policy. Fait on roule, mettons, KSH, shell, bash, peu importe. On roule bash avec ça. Ça va faire que tout ce qu'on fait, il va être enregistré dans une politique. Puis après, on va pouvoir appliquer cette politique-là. Puis cette politique-là va dire, tout ce que tu as fait avant que j'ai enregistré, tu as le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de rien faire d'autre. Ça va quand même assez loin. Cet exemple-là, on fait ls-l. En fait, je pars de systrace, je me pars en KSH. C'est beau. Je fais un ls-l. Je sors. Là, je le reroule avec "-a". Ça, "-a", ça applique. Le petit "a", ça applique la policy. Si je fais ls, ça pète. Si je fais ls-l, ça marche. Parce que l'argument, il manquait. La politique est très précise au niveau de ce que tu vas faire. C'est genre chaque argument. Tu pourrais mettre des wildcards et des places, il faut faire attention.
Mais là, dans le fond, c'est OK, t'as pas appelé le binaire comme je t'avais dit que tu pouvais l'appeler. T'as pas le droit. Ça, c'est plus simple. Il y a moyen de faire énormément de choses avec ça. Fait que. Pas de questions? Oui? Ça marche comment ça? Ça marche comment? Je veux dire, y a-t-il comme un module d'envoyer? Je sais pas. Ouais, c'est un device que tu montes. Donc, c'est un driver, c'est un handle vers le kernel qui applique cette policy-là. Quand tu pars un binaire, tu dis systrace le binaire. Puis au final, c'est ça. Le moins i ici, il fait que tous les process enfants de la policy vont être appliqués. Fait que si vous voulez un KSH, si vous voulez rouler d'autres commandes, ben, la policy va être appliquée dans les autres commandes. Ça, mais en tout cas, je trouve ça vraiment puissant. Puis c'est pas dur à utiliser parce que justement, tu as une façon de créer une policy. Ce que je préfère, c'est vous montrer un exemple. Par défaut, la distribution vient avec le LPD pour imprimer, le service named il vient avec des policies pour systrace par défaut. Une politique, ça ressemble à ça. C'est du stock, mais plus vous mettez du temps là-dessus, plus vous vous rendez compte que c'est super simple. À gauche, c'est les 6 calls carrément. Puis à droite, c'est, on va dire ce qu'il y a le droit de faire. Ici, par exemple, on pourrait même restreindre sur quel port il y a le droit d'écouter. Fait que tu sais, si mettons, j'avais fait un truc qui ressemblait à ça au Hackfest. Tu as un Net4, je te donne Net4, mais utilisé comme moi je t'ai dit de l'utiliser. Fait que là, tu disais ça, puis tu avais des ports que tu avais certains ports que tu avais le droit d'utiliser, des choses comme ça. Je pense que c'était pas au Hackfest, c'était une autre affaire ça. En tout cas, je vous donne une idée. Puis on pourrait dire, bon, ok, toi tu as le droit de lire tel fichier. Tu as le droit de. Il y aurait write aussi. En fait, c'est ça, le syscall fs write. Ça serait pour dire qui a le droit d'écouter. C'est vraiment. Il y a beaucoup de choses, je vous l'accorde. Puis bien le faire, c'est long. Mais si vous avez ce besoin-là, ben ça se fait. Il y a des choses qui sont. Je suis sûr que ça se fait dans Linux. Je suis sûr que ça se fait dans Windows. Exactement la même chose. Est-ce que tu peux lancer ces stress en mode utilisateur déjà? Est-ce que tu es obligé d'être pour l'utiliser ou pas? Non. Parce que sous Linux, c'est un truc, c'est une fonction que tu peux programmer, ça s'appelle PRCTN. Tu as plein de choses que tu peux faire, comme changer ton ordre de PID pour genre, que ton processus soit considéré comme init. Du coup, tous ces fils vont être comme sous ce processus-là, mais ils vont jamais voir ton arborescence de processus extérieur. Enfin, il y a plein de choses comme ça sur la restriction d'appel système et tout, mais tu peux faire pratiquement la même chose, je dirais pas que c'est toute la même chose, mais tu es obligé d'être root pour le lancer. Okay. Au début, pour certaines options de la fonction, notamment la plus connue c'est secconf, qui t'autorise juste read, l'appel système qui kill et deux autres appels système, c'est les 4 que tu as au moins. Et pour faire ça, tu es obligé d'être root pour le lancer, donc ça, okay. C'est comme contraignant. Chrome utilise ça, et tu es obligé de le lancer en root. C'est un programme saturé sur Linux. Ouais, comment je l'avais testé hier, je peux vous montrer, ça va sûrement se tâter dans la face, mais... Ici on a notre petite chaude de Nginx. C'est quelque chose. Ok. C'est chaud, c'est chaud comme
J'étais dans le shoot. Là, dans le shoot, j'avais mis systrace. Là, ça pétait pour les niaiseries, mais si je fais. Pourquoi c'est route, ça c'est une bonne question. Là, je vais le désécuriser. Là, je donne accès à tout écrire. Ça marchait ce bout-là. En fait, cet exemple-là, l'exemple que j'ai montré tantôt, je l'ai fait demain. Je me suis shooté, mais avec un moins technique. Ouais, ça, techniquement, je vais avec l'autre identité. Si je fais ID ici, je suis pas roux. Ça marchait, mais ça marche pas. Fait que c'est ça. Ça fait des belles choses. Puis, ce qui est très cool avec ça, c'est qu'on a des logs. Fait que quand le programme sort de son contexte qu'on lui a permis, ça écrit un fichier de log. Fait que ça serait quand même facile de détecter des comportements pas normaux sur la machine avec ça, si on systrace des trucs susceptibles d'être des problèmes. Pentest time! En fait, là, j'avais prévu 2 petits challenges reliés à ça, sur la machine, si vous voulez. Il est quelle heure, là? Il reste une demi-heure. Ah, c'est pas si pire. Vous avez-tu tous vos laptops? Ah oui, pas toi! Mais allons-y si vous voulez, puis sinon, ben, ça fait pas mal le tour de ma présentation. Est-ce qu'ils ont des questions? Peut-être un commentaire. Oui. Je n'ai pas assez donné pour la valeur de la clé USB. Dans la configuration SSL, tu aurais pu activer du HTTP Public Key Pinning. Oui, le pinning. Ça, je ne sais pas si tu connais. Ça fait juste, tu dis à ton client, ton serveur dit au client, ma clé publique, mon certificat, il va être valide pendant encore 24 heures. Si mon certificat change, je ne fais pas confiance. C'est comme ça, si jamais il y a un man in the middle avec un certificat valide signé par un CA qui a été compromis, Qui est valide, exact. ça ne marche pas. Le Chrome, il ne te permet même pas de voir le site quand il y a ça. Ouais. Tu peux même pas faire next. Autre question? Y a du monde qui va challenger des trucs? J'ai oublié des choses, sûrement. Y a-tu qui veulent mettre ça à leur job? Ça, c'est ma question. Super, ben merci beaucoup. Ben, parlant de ça, peut-être une question de Oui, oui. Ben bon, mettons que tu veux vraiment tester ton site qui est monté en PHP, y a-t-il une façon simple et efficace pour que tu pourrais tester un site de PHP? S'il y a des failles dedans, comme ça? Moi, si j'ai un site, mettons. Moi, mettons, j'ai un intranet en PHP. Je vais le tester au retour de l'extérieur, voir ce que ça dit, puis si c'est sécure ou pas sécure. C'est une façon simple et efficace de tester, voir ça marche. Ouais. Tout revient à ce que je disais au début, comprendre ce qu'on fait. Fait que c'était codé avant, comment c'était codé? Ouais, tu fais de la revue de code, des pen tests, puis. Ben, c'est ça. Analyse statique, analyse dynamique, pentest ou revue de code. C'est les deux façons vraiment de trouver des bugs. Il n'y a pas d'outils pour trouver. Ben, il va en avoir, mais faut que tu ne peux pas te fier là-dessus, malheureusement. Tu vas trouver des choses, mais ça ne veut pas dire que tu vas trouver les plus croustillants, ça ne veut pas dire que tu vas tout trouver. Fait que oui, il y a des outils de revue de code, sûrement qu'il y en a sur PHP, je l'ai vu pour Java et en C. Probablement qu'il y en a pour PHP. Puis Je te prie 100 000, je sais pas tu fais. Puis là, il y a des applications, des scanners de vulnérabilité web, mais comme je te dis,
le best, c'est d'y aller de l'interne. Regarder ce que l'application peut faire. Tu sais, puis, comme je disais, c'était ça un peu l'idée de la présentation. Les applications insécures, il y en a plein. Puis, on pourrait faire plein de prêts sur comment sécuriser le web. Mais j'essaie d'avoir une autre approche. C'est quand tu as de la merde à implanter, qu'est-ce que tu fais pour te protéger et faire des choses comme ça? Oui? Justement, tu dis que tu as de la merde à protéger. Est-ce qu'un WordPress, justement, tourne dans ta config? Oui. Mais un WordPress de merde, évidemment. Première version de WordPress, là, c'est sûr que ça roule tel quel, pas sûr, là, mais il y aurait peut-être des trucs à rajouter. On se roule sur quoi? Sur ça. Ouais, ça je veux dire, puis parlant de WordPress, là, WordPress, il y a un plugin, en fait, il y en a plein, pour tester la sécurité localement. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Mais c'est comme. Faut pas le Joomla de toute façon. Je veux dire, c'est quand même majoritairement des CMS qui tournent, des CRM. Ah, ça, je suis pas stressé. Mais pour vrai, on est développé exactement avec la config qu'il y a là dans la C'est du FreeBSD à la place. C'est des jails. On concept. Il a rajouté des IPS et des IPS de plus. En as-tu qui utilisent des jails de FreeBSD? Ça crée pas. Ben, si vous checkez ces forums, Systrace, là, vous allez trouver des gens un peu frustrés qui critiquent l'outil. Puis pour avoir parlé avec Jessie, avec Théodorat pour Hackfest, c'est juste dans certains contextes que c'est insécure. Ça ne l'est pas tout le temps. Donc, ça, c'est un bel exemple de comprendre ce qu'on fait. Il y en a plein de monde qui vont chialer là-dessus sur Internet, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Fait que les jails, c'est l'équivalent de Shroud plus Systrace. À peu de choses, en tout cas, dans leur philosophie à eux. Quand tu fais du Shroud plus Systrace, tu accordes la sécurité d'une jail, de la virtualisation, de vraiment avoir ton propre process zéro, sortir. C'est ça. Ouais, merci beaucoup. Salut!